Bonsoir. Et merci d'être là, si nombreuses et nombreux. Beaucoup ont lu Bérengère Cournus, certains pas, on la découvrir ce soir. Depuis Les Corcobaliseurs chez Attila, en passant par deux textes chez Loi de Cravant qui sont hélas épuisés. Depuis 2017, au Tripode sont parus N'est contente à Oraibi, Par-delà nos corps, De pierre et d'os, Élise sur les chemins, et le texte qui va nous occuper ce soir, Zizi Cabane. Si vous avez des enfants, excellente série, Le Roi de la Lune, chez 2024. Et ce petit texte dont il sera question également, un peu, beaucoup, Oraison bleue, paru chez les excellentes éditions Cambourakis, en coédition avec le Musée des Confluences, Oraison bleue. Et on est très heureux que vous soyez venus. Je répète qu'il n'est pas nécessaire pour assister à nos rencontres d'avoir lu les textes. Vous pouvez venir comme vous êtes, vierge de toute lecture. Aucune question ne vous sera posée. Puisque les questions les posera à Bérengère. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est très touchés. J'en profite pour remercier l'association Libraires du Sud qui rend cette rencontre possible. Je remercie les éditions du Tripode et Frédéric Martin qui nous fait la joie d'être là ce soir pour le travail incroyable qu'ils font, qui est notre grand plaisir. Donc merci Bérengère pour ce texte, Zizi Cabane, qui est comme tous tes textes inépuisable, je dirais. Il y a un temps de la lecture de Zizi Cabane qui est un temps qui appartient à Bérengère Cournus. L'imaginaire qu'elle déploie est un imaginaire qui est en même temps très simple et très fort. On en parlera ce soir. Et puis, il y a un temps où ce texte se dépose, qui est un autre temps, qui prendra la forme et la dimension qui sera propre à chacun. Pour moi, qui l'ai lu beaucoup de fois pour préparer cette rencontre, je suis encore dans ce temps-là, donc de dépose. Et ces deux temps, je dirais, sont superposés. Ce deuxième temps plus long est contenu déjà dans Zizi Cabane. On n'en a pas forcément conscience à la lecture, à la première lecture. Et il sera beaucoup question ce soir de cette superposition temporelle, spatiale, sera question de poésie, sera question de paysage. C'est un roman qui est superbe, qui se résume assez simplement. Est-ce que tu veux nous le résumer, Zizi Cabane ? Oui, ça va être plus facile de parler de l'histoire que de parler après toi sur l'émotion, parce que j'ai l'impression que tu en parles presque mieux que moi. Ouais, l'histoire, c'est l'histoire d'une famille composée d'un couple parental et de 3 enfants. Et Zizi Cabane, c'est le prénom de la plus jeune des enfants. Et c'est vrai que l'histoire commence... dès le départ, on sait que la mère, Odile, a disparu. Et... comme on entre dans le roman, alors il y a d'abord un chant qui est on comprend un peu plus tard la voix d'Odile, la présence qui est encore là, mais physiquement elle a disparu. Et comme on commence, la deuxième entrée du roman, c'est celle de Zizi Cabane, et c'est donc cet enfant qui est la plus jeune et qui a 4-5 ans quand sa mère disparaît. Et donc si très vraisemblablement Odile est morte, Zizi Cabane n'entend pas les choses tout à fait comme ça du point de vue qui est celui de son âge. Ouais. Elle a bien compris que sa mère avait disparu, mais voilà, ça reste assez flou pour elle. Oui, ça reste assez flou. On peut peut-être présenter ce cocon familial par lequel tu décides de commencer ton roman. Donc, il est constitué du père, Urbain,
et de 3 enfants. Martin, Paul et Ambrizline. Ils ne sont pas du tout nommés comme ça. Ouais. Ça, ce sont leurs prénoms d'état civil. Oui, c'est ça, c'est leur prénom d'état civil. C'est leur prénom d'état civil. Mais très rapidement, tu leur as donné d'autres prénoms. En fait, pour tu les peux parler enfants, de ça il y a 2 temps. Il y a le temps, il y a mon temps à moi et il y a le temps des personnages. Dans mon temps à moi, ils s'appellent tout de suite Zizi, Chiffon, Béguin. Ouais. Ils n'ont pas d'autres noms. Mais dans leur temps à eux, évidemment, ils ont reçu un prénom d'état civil. Mais pour Béguin, on le sait assez vite. Pour les 2 autres, on a même oublié en fait ce prénom d'état civil. Il finit par réapparaître à un moment donné dans l'histoire, mais on a oublié ça. Et donc, le plus signifiant, le plus marquant, c'est celui de Zizi Cabane. C'est le plus marquant aussi parce que d'une certaine façon, il est donné à cette dernière née, il est donné par l'ensemble de la famille. Mm-hmm. D'ailleurs, je vous raconte un peu la scène. Elle est au début, je spoil rien du tout, mais en fait, donc le premier enfant, Béguin, les parents ont quitté la ville, se sont trouvés un endroit à eux pour s'installer. Et puis, manifestement, ils ont désiré cet enfant qu'ils avaient décidé d'appeler Martin. Et une fois que l'enfant est là, ils se disent que Martin, c'est le prénom qu'ils lui avaient choisi quand ils ne le connaissaient pas. Mais maintenant qu'ils le connaissent, ils sont bien obligés d'admettre qu'ils aiment vraiment profondément cet enfant, qu'ils ont un amour pour lui. Donc, ils l'appellent tout simplement Béguin. Et puis, ils en profitent pour se rebaptiser, eux. Il y a une démarche pour se rebaptiser eux-mêmes à ce moment-là. Donc, Odile décide de rebaptiser son mari qui s'appelle Urbain. Elle décide de le rebaptiser Fermant. Alors, ça pourrait paraître un peu caricatural comme ça pour des gens qui ont quitté la ville, sauf qu'en fait, mon père s'appelait Urbain. Donc, en fait, c'est tout simplement le prénom de mon père. Fermant, en revanche, c'est moi qui l'ai trouvé. Et puis Odile pourrait aussi changer de nom, mais Fermant dit non, Odile c'est trop beau, si tu changes je deviens fou. Et moi-même, quand j'ai appelé Odile au tout début du roman, quand je commence un roman, je ne sais pas où je vais. Et je ne savais pas que le prénom... En fait, il m'a plu à l'oreille. Je vous dis, en fait, ma mère s'appelle Chantal. Et je veux dire, un prénom de la même époque à peu près, parce que voilà, le livre n'est pas du tout autobiographique, mais il y a forcément des ponts, des parallèles qui se font avec ma vie. Et donc je me dis, tiens, Odile, ça sonne à peu près de la même époque, ça sonne à peu près pareil, etc. Jusqu'à ce que je finisse par entendre que dans Odile, il y a O, il y a il et il y a Aude. Or, il se trouve que le mode d'expression d'Odile tout au long du roman, c'est le chant. Donc l'Aude, ça sonne aussi pas mal. Et donc, une fois qu'ils ont baptisé Béguin, le deuxième, ils ont bien compris que ça ne servait à rien de lui chercher un nom. Donc, enfin, il lui en donne un quand même, mais il l'oublie. Et comme il aime les chiffons, on va l'appeler Chiffon. Et ça, je pense que c'est pareil. On m'a demandé d'où ça venait. Mais en fait, je me suis dit, je pense que quand j'ai compris que le premier s'appellerait Béguin, j'ai cherché un surnom pour l'autre. Et en fait, j'ai inventé une histoire. Enfin, en fait, Chiffon, je trouve ça juste trop mignon, en fait, pour un enfant. Je pense que c'est le mot en lui-même qui me plaît. Et sans doute ce que ça évoque aussi. Enfin, cette espèce de... Je sais pas, il doit y avoir quelque chose de l'ordre de... Oui, qui me fait le même effet qu'un doudou, je sais pas quoi. Mais donc il fallait que j'invente une justification à ce nom. Donc c'est pour ça qu'après, et les chiffons vont prendre une telle importance pour lui dans sa vie, du moins dans les années d'enfance. Et puis pour Zizi Cabane, là, ils ont bien compris. Donc c'est pareil, donc ils ramènent le bébé à la maison. Et pareil, j'ai pas vu tout de suite la symbolique baptismale, mais en fait, pour la première fois, il donne un bain à l'enfant dans le lavabo en faïence. Et le frère Chiffon dit le zizi de ma sœur, il est cassé. Et sa mère dit, mais enfin non, il est pas cassé. Elle dit, c'est pas ça. On va qu'à dire que vous, les garçons, vous avez un zizi totem, mais votre sœur, elle a un zizi cabane. Voilà, on peut pas dire qu'il est cassé, on peut pas dire qu'elle a pas de zizi. Et en fait, c'est vrai que ça se passe pas tout à fait comme ça. La mère dit, vous avez un zizi totem. Mais elle a un zizi d'une autre façon que vous comprendrez plus tard à votre façon. Et c'est le frère qui dit, ouais, bon, ça va, un zizi cabane, quoi. Ouais. Et donc, en fait, c'est même Chiffon qui a compris. Donc voilà pourquoi elle s'appelle Zizi Cabane.
ça, c'est on va dire, le cocon. Si on reste sur la famille, tu as quand même une vision assez, mais ça c'est dans tes autres romans aussi, une vision assez large de la famille. Tu t'autorises dans Zizi Cabane l'agrégation, je ne sais pas si ça existe ce mot-là, d'autres membres de la famille, qui ne sont pas des membres de passage, qui sont des membres qui deviennent... Pour être englobés, ils sont aspirés, enfin ils s'agrègent, ouais, c'est ça. Oui, bah alors ça je pense que... Alors, peut-être que je l'ai moi comme... sous forme d'expérience, c'est-à-dire que je pense qu'on a tous une famille, puis des fois on dit qu'on choisit sa famille, on choisit ses amis mais pas sa famille, donc on a tous une famille biologique, etc., souvent assez bien constituée. Moi j'ai ma famille est assez restreinte quand même, enfin dans les personnes accessibles, les gens étaient assez restreints, et il me semble que assez naturellement on se constitue toujours des familles de cœur en fait, surtout quand on grandit, puis comme j'écris toujours des romans d'initiation, il y a toujours ce passage de la petite enfance à l'enfance, de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte. Et moi, j'ai l'impression c'est presque quasiment comme si on avait besoin de renouveler ses parents autant de fois qu'il faut. Mais symboliquement, oui, je pense que c'est le cas. Donc, c'est vrai que j'ai pas du tout de difficulté à agréger des personnes dont on n'est même pas certaine, d'ailleurs. En ce qui concerne le grand-père, on n'est pas tout à fait certain que c'est son grand-père. C'est Marcel Tremble qui Marcel arrive. Tremble. Comme je suis loin de chez moi, je peux dire, en fait. Marcel, c'est aussi le prénom de mon grand-père, en fait, aussi. Mais, donc, je ne pouvais pas mettre mon vrai grand-père. Je dis, bon, on n'a qu'à dire que ce n'est pas vraiment mon grand-père. Enfin, mais en fait, j'adore jouer avec cette espèce de frontière en permanence entre ce qui serait justement... Parce que d'une certaine façon... Alors, je crois que dans mon premier roman, en 2008, dans Les Corcobaliseurs, c'est l'histoire d'une fratrie. C'est déjà 3 enfants. Et en fait, je sais qu'à l'époque, je ne savais pas très bien ce que je faisais, mais ce que je voulais décrire, c'était... J'avais dans l'idée que je voulais décrire une fratrie qui seraient très unis, mais par des liens nécessaires et non affectifs. C'est-à-dire qu'en fait, je voulais qu'ils dépendent les uns des autres, mais je voulais pas qu'ils s'aiment les uns les autres parce qu'ils sont frères et sœurs. Je voulais qu'il y ait autre chose de plus fort, en fait, entre eux. Et je pense que quand j'invente une espèce de parafamille, on va dire, aux enfants et à Fernand, c'est parce que je pense qu'il y a cette espèce de désir chez moi de faire en sorte que si ces gens viennent pour les secourir, pour les soutenir dans la disparition d'Odile, j'ai envie qu'ils le fassent par choix, j'ai pas envie qu'ils le fassent par obligation, parce qu'il y aura une forme de devoir moral. Parce qu'en plus, j'ai pas réfléchi à ça, bien sûr, mais souvent dans la littérature, quand il y a une autre femme qui arrive dans la maison après la disparition d'une mère, il y a l'idée un peu de la marâtre ou de la tante qui va être un peu méchante, un peu... Et là, bonsoir. Bonsoir. Et là, l'idée, c'était au contraire de faire venir les gens. Jeanne, elle a besoin d'eux autant qu'eux ont besoin d'elle, quoi. Donc voilà, c'est vrai que j'aime bien cette idée de lien de famille qui serait un peu plus large que ceux qu'on reconnaît habituellement. Et c'est comme si... Je pense que j'ai un problème avec l'état civil. C'est-à-dire que je veux pas que les liens soient imposés par un état civil. Ouais. Donc c'est pour ça que... Et ces personnages, en plus, sont très actifs, sont très, comme tu dis, ils viennent combler un vide, à un moment donné, un besoin. Et notamment dans cette maison, pour revenir à cette famille, après on sortira, mais pour rester dans la maison, c'est là que Odile revient, quelque part. Odile, donc c'est l'absente la plus omniprésente qu'on peut imaginer. Elle sera partout. Et elle commence dans le sous-sol de la maison. Et cette maison, pour moi, elle est indissociable de Fernand. C'est un duo qui confine à la folie. Je peux lire un petit extrait. Et il n'aura de cesse d'essayer de la... Il se débat. De se battre. Odile, je mange les plantes de la serre maintenant. Les feuilles, les fruits, les tubercules, certaines fleurs aussi. Je bouffe tout. D'abord, je cultive, j'arrose, je prends soin, puis un jour je cueille, je cuis, ou fais sécher, et je mange. Je bois aussi de temps en temps, des décoctions, des tisanes. Souvent des plantes exotiques, des trucs asiatiques ou andins. Je ne fume rien. Trop mauvais pour la santé. J'évite aussi les essences toxiques, mais tout le reste, tout ce qui est possible, j'essaie.
Oh, je ne dis pas que certaines de ces plantes ne sont pas légèrement hallucinogènes, mais ce n'est pas ce que je cherche. Ce que je cherche, Odile, j'ose à peine le dire, c'est à dévorer les entrailles de notre maison. Ces 3 derniers mois, tu dois le savoir, j'ai saccagé la dalle, sorti le remblai, ravagé les fondations. Et tout ça pourquoi ? Au début, je voulais simplement faire un chemin pour la source, la laisser couler librement, l'accueillir avec autant de délicatesse que Marcel l'avait fait dehors sur la terrasse. Un petit canal, un bassin, des nénuphars. C'est joli ce qu'il a construit. Alors je m'étais dit, pourquoi ne pas faire la même chose dès son apparition à cette source domestique. Mais quand j'ai commencé à vouloir aménager le sous-sol, les tranchées sont tout de suite devenues troubles, crayeuses, et puis c'était sombre là-dedans. Je travaillais toute la journée, je ne supportais plus le contact du gravier froid et du béton, alors j'ai creusé plus profondément, carrément jusqu'à la terre meuble et grasse. Je l'ai fait remonter, cette bonne terre. Puis j'ai amené de la chaleur et de la lumière, l'eau de la chaudière et les lampes à incandescence ont tout de suite produit leur effet. L'atmosphère est devenue douce et tiède. Ça m'a rappelé les serres qu'on avait visitées une fois ensemble, avec les enfants. Tu avais aimé cette ambiance calme et lumineuse. J'ai cru que j'allais parvenir au même résultat. Que j'allais pouvoir faire pousser des plantes et que ça allait m'apaiser. Dissoudre cette boule que j'ai au ventre depuis que tu as disparu. Est-ce bien une boule au ventre d'ailleurs ? C'est plutôt comme un trou sans fond, un truc qui chaque matin menace de m'aspirer. Enfin, dans tous les cas, je me suis trompé. Ça ne m'apaise pas du tout, ce petit jeu-là, Odile. Caresser la source dans le sens du courant, faire pousser toutes sortes de plantes que je digère méthodiquement, ça ne me rend pas meilleur, ni plus serein. Ça m'oppresse même, car parfois, je ne pense vraiment qu'à ça. Tu vois, là par exemple, je t'écris, et en même temps, une voix à l'intérieur de moi susurre « Le palmier cicasse dessèche. Si tu veux manger ces feuilles juteuses, il faut que tu orientes différemment l'air et l'eau qui lui arrive. Tu n'es pas bon à grand-chose si tu ne sens pas mieux les besoins de tes plantes. » C'est une litanie sans fin. Lampe, ventilateur et pompe. Tout ça fonctionne sur générateur, nuit et jour. Odile. Et je pense à installer des détecteurs d'humidité. C'est cinglé. Donc, c'est très étonnant de le voir se débattre pendant tout le roman avec cette... Est-ce que tu peux nous parler de ce... Oui, parce qu'il est... Et encore là, il est assez calme dans ce... Parce que par moments, il est plus énervé, il est plus... Ferment, c'est peut-être le seul qui est vraiment fou de chagrin, je pense. Et les autres sont fous aussi, ils ont du chagrin aussi. Ça prend d'autres voies. Mais lui, c'est pour ça que je ne pouvais pas commencer le roman avec lui, parce que c'est assez clair qu'il aimait follement Odile. Et donc sa disparition, elle est forcément cruelle, elle est forcément tragique même. Après, comme il a la responsabilité des 3 enfants, de toute façon, il doit tenir le coup. Mais effectivement, ça passe par un amour un peu cinglé de cette maison. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'Odile a disparu, dans les semaines qui suivent, il y a une source qui commence à couler, plutôt au rez-de-chaussée, on va dire, dans un mur un peu aveugle, un peu enterré de la maison. La source commence à couler et assez vite, en fait, la maison devient inhabitable. Selon toute logique et selon toute raison, il faudrait quitter cette maison. Mais ils ne peuvent pas quitter cette maison parce qu'ils y sont tous très attachés et surtout... Lui dit, vu qu'on ne sait pas exactement... Elle a disparu, mais on ne sait pas si elle est morte, on n'a pas retrouvé son corps, on ne sait pas... Et donc il dit, si un jour tu dois revenir, c'est là que tu nous chercheras, donc on ne peut pas s'éloigner. Donc il construit un cabanon au fond du jardin, et il essaye de maintenir la maison, par moments ils essayent de la chauffer, par moments... Voilà. Et donc ils ont tous cet amour qui les lie à la maison, mais effectivement, Ferment en particulier. Et en fait, moi, mon idée... En fait, et c'est le seul... quelque part, c'est le seul personnage qui est fidèle qui m'est fidèle, qui est fidèle à l'idée que j'avais au départ du roman. Parce qu'en fait, au départ, mon idée de roman, c'était de dire que c'était d'avoir cette maison, que la mère disparaisse, et qu'en fait, tout simplement, la maison devienne la mère, devienne l'enveloppe rassurante de cette famille. Sauf que dès le début, ça dérape. Ouais. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit la maison qui se manifeste, c'est une source qui rentre dans la maison. Donc à partir de là, c'est foutu. Odile, c'est sûr qu'elle ne va pas rester dans la maison. Et je pense que j'ai fait ça, je m'en suis aperçue qu'après, mais je pense que j'ai fait ça parce que si j'avais fait de cette maison la mère, en fait, j'en aurais fait un caveau pour eux tous. Ils auraient tous été dans la tombe, en fait. Et Ferment, c'est le seul qui se débat avec cette idée-là. En fait, je pense qu'Odile est morte, mais il y a des lecteurs qui ne sont pas d'accord avec ça. Moi, je pense qu'Odile est morte. Et en fait, lui, il est le seul à se débattre dans... En fait, puisque c'est le seul personnage adulte, les autres adultes sont un peu plus extérieurs à la maison, donc c'est différent. Mais lui, il est le seul adulte
Et donc le seul qui fait vraiment face à cette idée de l'inhumation, en fait, tout simplement. Ouais. Et donc, il a du mal à la maison. Et finalement, ouais, il ne faut pas que je raconte ce qui arrive à la maison. J'ai failli le dire. Hein. Mais ouais, c'est un débat. Il se débat, mais c'est un débat sensuel aussi. Hein. Oui, c'est ça. C'est pas Shining. Hein, il se débat. Non, c'est ça. Oui, parce que c'est rigolo, c'est parce qu'il y a... Donc, je pense que l'idée du roman, elle doit avoir... je dirais qu'elle a 4-5 ans. J'ai mis 1 an à l'écrire. Mais l'idée avait au moins 3 ans, a été plus vieille de 3 ans au moins. Et je parle très rarement du travail en cours. Et j'allais dire même, ou surtout à mon mari. Et un jour, quand même, je dis, tu sais, je pense que... J'étais en train de finir De Pierre et d'Os. Et je lui dis, tu sais, je crois que je sais ce que j'écrirai après. Et donc, je lui raconte un peu cette histoire-là là, de la maison et tout ça. Et il me regarde et il me fait, ouais, il me dit, c'est un peu un livre d'horreur, quoi, que tu... Et sur le moment, ça m'avait beaucoup fâchée. Et en fait, et a posteriori, je comprends parce que oui, et il avait raison, en fait. C'est-à-dire que si j'avais vraiment fait ce projet-là, j'écrivais un genre de Shining, ouais. Oui, parce qu'il y a des motifs, en effet, de l'horreur, de ces phénomènes inexplicables qui surgissent d'un coup, parce qu'elle est haut, en même temps, à un moment, elle est vent. Et oui, parce qu'elle n'est pas du tout... Et alors que mon idée au départ, c'était d'en faire un personnage rassurant, contenant, qui, voilà, elle allait pu être là, maman, mais elle était quand même là, ça allait bien se passer et tout. En fait, sous la forme qu'elle prend là, et qui est donc une forme beaucoup plus élémentaire, c'est-à-dire effectivement l'eau, le vent, la terre, elle est parfois très menaçante. Voilà, elle est très présente, elle est partout, très discrète. Enfin, en fait, on n'est pas obligé de se dire d'ailleurs que les chants sont vraiment la voix d'Odile. Moi, il y a plein de réponses, il y a plein de questions auxquelles je ne peux pas apporter de réponse de certitude en fait sur ce roman. Je ne peux pas vous assurer qu'Odile est morte, je ne peux pas vous assurer que c'est vraiment elle qu'on entend. Pour moi, c'est plutôt elle, mais elle prend tellement des formes élémentaires que c'est une vision animiste en fait de la mort. Et même elle ne sait pas quand elle parle. Non. Parfois non, surtout au début. Après, je pense qu'à un moment, elle retrouve un peu ses esprits, puis après, c'est trop. Mais c'est vrai qu'au début, elle comprend pas. Et moi, j'avais vraiment cette idée-là, en fait, au départ. Parce que ce qui est assez... Avec du recul, quand même, je me dis que c'est un peu dingue. C'est rien. Parce qu'en fait, on commence une histoire et on sait pas du tout... Enfin, moi, je sais pas du tout ce que ça va devenir. Et la première image que j'ai d'Odile, c'est effectivement les enfants dans cette chambre du bas, qui est la chambre par laquelle la source... dans laquelle elle se manifeste. Et la première idée que j'ai vraiment, c'est vraiment l'idée d'un mur qui pleure. Ouais. Et je n'ai pas d'autres éléments. À ce moment-là, j'ai pas d'autres éléments en tête, j'ai que ça, quoi. Donc, voilà, Shining n'est pas loin. Si ça avait été du sang qui coulait à la place, c'est ça. Très rapidement, tu les mais as voilà, sortis. Et genre, justement, voilà, il faut qu'ils sortent. Mais c'est vrai qu'au départ, moi, l'image que j'ai, je sais pas très bien si c'est une femme ou si c'est juste de l'eau ou si c'est juste un fantôme de la maison. C'est pas très clair. Bon, en tout cas, elle ne reste pas contenue dans cette maison. Ah non, ça, on peut dire très qu'elle clairement. reste pas contenue. Elle sort très rapidement dans le jardin. Et puis, comme tous les personnages vont sortir, sauf Fermant qui lui restera. Mais c'est un roman où il est beaucoup question de dehors et de paysage. C'est comme tu écris le paysage, c'est pas une écriture de géographe, de géologue. Par contre, c'est quand même très très. C'est très inspiré par ça, quand même. En fait, on en parlait avec mon éditeur tout à l'heure. En fait, je lis quasiment. Ça fait plusieurs années que je lis quasiment plus de littérature. Enfin, je lis quasiment plus de romans. Et je lis essentiellement... Enfin, je lis pas que ça, mais je pense que la moitié de mes lectures, c'est des ouvrages de vulgarisation de géologie. Beaucoup de choses quand même très proches de la géographie, ouais. L'histoire de la Terre ou... Je vais lire juste un court extrait d'Horizon Bleu. Juste Horizon Bleu, c'est un texte qui a été... qui parle de la perte d'un ami et qui a rencontré
une demande qui avait été faite par le Musée des Confluences à Bérengère, choisir dans les collections du Musée des Confluences à Lyon un objet et d'en faire le récit personnel, littéraire, j'imagine sans trop de contraintes. Non, il n'y a pas de contraintes. Et Bérengère a choisi un morceau d'azurite bleu. Et tu dis, page 34, je comprends qu'encore une fois, ce sont les mots et la géologie qui viennent à mon secours pour décrire la réalité de mes émotions, ma compréhension sensible du monde. Et dans ce texte de Zizi Cabane, je trouve que, enfin moi, dans ma compréhension, les mots de la géologie m'ont beaucoup aidé. Ça se confond avec des choses qui se passent, mais par exemple, dans le jardin, le ruisseau s'écoule, et puis à un moment, il disparaît pour ressurgir. Et ça porte un nom Oui, c'est comme les résurgences. C'est la perte. Oui, les pertes, oui, comme les pertes du Doubs, les pertes du Rhône. Ouais. Et tous ces mots de géologie que tu emploies, par exemple, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un paysage karstique ? Un paysage karstique, parce que l'histoire se passe dans un petit village qui s'appelle Laguerre. Qui s'appelle Laguerre, qui se trouve pas très loin d'une ville un peu plus importante qui s'appelle Sante-la-Jolie, qui est une ville qui se trouve au bord d'un fleuve assez important. La vallée de la Seine. La vallée de la Seine. Et donc, au-dessus de ce petit village, donc ce village est traversé par un ruisseau, le même ruisseau qui traverse le jardin. Et ce ruisseau, au fil des années, des millénaires, a creusé ce petit vallon où se trouve le village de Laguerre. Et quand on monte la colline, on arrive sur un plateau karstique. Alors normalement non, s'il y a un géologue dans la salle qui viendra à mon secours, en fait je mélange un peu deux choses, c'est-à-dire qu'en fait, parce que oui, le paysage décrit dans Zizi Cabane, c'est vraiment trait pour trait celui de mon enfance, qui est assez commun, parce que c'est un village dans les Yvelines dont personne ne peut s'imaginer que, voilà, qu'il a tant d'attraits campagnards et géologiques, etc. Mais effectivement, quand j'ai dû écrire sur ce paysage, en fait, alors moi, le paysage, je l'ai parfaitement en tête, évidemment, avec tous les souvenirs d'enfance qu'on a. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que quand on est enfant, on a une attention aux choses qu'on ne retrouve plus jamais dans la vie. C'est-à-dire que quand je dis que Zizi se souvient des joints du carrelage, c'est parce que moi, je me souviens des joints du carrelage, et notamment dans les paysages, la forme des pierres. C'est-à-dire que le caillou que vous avez en bas de chez vous, ça sera pour toujours le caillou par excellence. Et après, vous comparerez tous les cailloux que vous rencontrerez à ça. Et donc, j'ai compris comme ça que j'ai grandi sur un plateau calcaire. Et effectivement, les petites rues qui coulaient dans mon jardin est large comme ça. Et c'est probablement lui qui a creusé deux énormes collines. Enfin, deux énormes collines, j'ai pas exagéré. Mais quand même, mais si, non, mais elles sont vraiment quand même très... C'est assez encaissé. Il y a une problème de lumière, etc. J'exagère un peu. Non mais à l'échelle d'une enfant c'est très important et donc il a fallu que je suis allée consulter des ouvrages des fiches géologiques, hydrographiques aussi sur ce paysage là pour comprendre comment il avait été formé. Et là où je triche un peu, il y a quelques reliefs karstiques dans ce coin-là, mais le karstique, c'est tout simplement quand les sols sont un peu calcaires, l'eau circule en souterrain, et le calcaire se dissout dans l'eau. Donc ça fait des grottes, en fait. Ça peut même faire des gouffres. Et là, je n'exagère pas, parce que j'habite à Besançon, et dans le Doubs et dans le Jura, il y a vraiment des gouffres, en fait. C'est-à-dire que c'est cette dissolution du calcaire dans d'autres types de matières peuvent faire des gouffres de 10 mètres qu'on ne voit pas forcément dans la forêt. Il faut faire assez attention. Et je crois que... Et maintenant, en fait, j'ai affûté mes outils au fur et à mesure des années. Parce qu'en fait... Alors, tout à l'heure, on parlait de la famille. Je pense que les détours sur la question, par exemple, de la tribu, de la famille élargie, évidemment que le détour que j'ai fait chez les Hopis, puis chez les Inuits, a accentué chez moi cette façon d'élargir la famille. Et de la même façon, les lectures de géologie que je fais maintenant ont accentué quelque chose que je faisais aussi déjà au départ. C'est-à-dire que je crois que je suis quelqu'un d'assez pudique en écriture, et j'ai pas forcément envie de décrire les émotions. C'est quelque chose qui me... Je répugne, je ne veux pas exagérer quand même, mais j'ai beaucoup de mal en fait avec ça.
Et en fait, ce que j'ai fait très spontanément dès le premier roman, c'est qu'en gros, c'est même caricatural, le personnage va pas bien, il tombe dans un trou. Dans les corps elle tombe dans un trou. S'il va mieux, il remonte la pente. Mais c'est vraiment littéral, quoi. Et je me suis aperçue comme ça, au fil des livres, que je fais ça tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, mes personnages font véritablement corps avec les paysages qu'ils habitent. Et je pense même que les paysages sont l'âme de mes personnages. Est-ce que je peux lire un morceau de la page 12 d'Oraison Bleue ? En écriture jusqu'ici, je me suis contenté de fantasmer les pierres parmi d'autres délires géologiques, pour inventer des histoires plus ou moins extravagantes, dans lesquelles les paysages servent de boussole émotionnelle à mes personnages. Voilà, je l'avais mis résumé en 4 lignes. C'était bien tentant. Non, mais parce que c'est marrant parce que ça prend des années, en fait, à comprendre ces choses-là. Et il n'y a au bout de 15 ans qu'on peut le résumer en 4 lignes. Parce qu'en fait, je pense que pendant longtemps, j'ai cherché... Alors ça n'a pas directement à voir avec l'écriture, mais c'est pour vous donner une idée un peu de ce qui se passe quand on travaille, quand on écrit des livres. Par exemple, en 2013, donc j'avais commencé à écrire Née contente à Oraibi. Ça se passe sur des plateaux arides, Arizona, ce plateau semi-désertique. Et je suis invitée en résidence en Savoie. Et donc l'institution qui m'invite me dit, bon, il faut qu'on fasse un dossier au Centre national du livre pour que tu aies une bourse, etc., etc. Donc tu vas nous parler de ce que tu viens faire ici. Je me dis, oh la barbe. Et je me dis, bon, bah allez, je me mets devant l'ordinateur et j'essaye d'écrire un genre de lettre de motivation, quoi. Oui, il faut absolument que j'aille en Savoie pour écrire sur l'Arizona, donnez-moi des sous pour ça. Et donc sur le moment, j'y crois pas, enfin je veux dire, je fais ça comme un pensum. Et puis finalement, c'est vrai qu'une fois que j'avais écrit le machin, je me dis, bah, c'est pas complètement bête en fait d'avoir... Parce que du coup, je me mets à expliquer ça en disant, bah voilà, je pense que je travaille sur des territoires à forte identité, sans doute parce que ça m'inspire pour les personnages, etc. etc. Mais à ce moment-là, c'est encore flou. Et donc, je me retrouve à faire des rencontres dans les Bauges, donc massif préalpin, tout ça, on y va. Je vais dans des médiathèques peu fréquentées. Et on discute un peu et tout, puis les gens me disent, mais vous faites là pourquoi? Je dis, j'écris sur les Hopis, mais pourquoi ici? Alors j'expliquais un peu cette histoire de paysage et tout, puis je me souviens toujours de cette dame qui me regarde, qui venait à la médiathèque, qui devait avoir une ferme à côté. Elle me dit, ouais, vous nous prenez pour des Indiens, quoi. Et je dis non, mais forcément, vous, en habitant un milieu fort comme la montagne, les Bauges, c'est un massif assez doux, mais on est quand même en montagne, au mois de mai, il y a encore de la neige sur le col, etc. Donc et d'ailleurs, je pense qu'elle n'avait pas vraiment mal pris. Je me demande même si elle n'était pas un peu contente. Mais en tout cas, ouais, et c'est vraiment à cette occasion-là que j'avais réfléchi à cette idée-là. Et je pense que ma réflexion, elle se poursuit vraiment sur cette idée de la géographie. Qu'est-ce que je fais, moi, de cette... Donc j'avais une tendance à écrire plutôt que d'écrire des émotions, des paysages. Et ben en gros, ça fait quasiment 15 ans que j'essaye... l'image est géologique aussi, mais je creuse cette veine-là, vraiment. J'essaye de comprendre comment ça marche, en fait. Jusqu'à aborder le sujet le plus intime et le plus difficile pour moi, parce que j'expérimente dans ce livre, j'expérimente quand même la mort d'une mère de 3 enfants, ce que je suis devenue pendant l'écriture du livre, puisque j'ai commencé à écrire le livre au moment où j'étais enceinte de mon 3e enfant. Je lui ai donné naissance, j'ai fini le livre après, quand il avait 6 mois. Donc, en fait, la géologie m'aide à dire des choses qui, sans ça, sont insupportables. Donc, et le détour par les cultures, comme celle des Inuits ou des Hopis, m'a sans doute beaucoup aidé à ça, à faire un genre à rétablir un genre d'harmonie entre l'endroit où on vit, le destin qu'on peut avoir, le côté plus collectif qu'individuel. Donc oui, voilà, la mer, elle peut disparaître, mais il y a des gens qui vont venir en soutien, des familles élargies, et les territoires même peuvent venir en soutien à ces enfants. Et il y a un personnage qui va arpenter le paysage peut-être plus que tout autre, enfin en tout cas ça, d'une façon très particulière, c'est Chiffon, qui va finir par mériter son nouveau nom. Tu veux nous présenter Chiffon et sa relation particulière? Oui, Chiffon, donc voilà, au départ, donc, bébé, il aime les chiffons, voilà, ça c'est le premier degré. Et puis effectivement, quand la mère disparaît, il commence à
il commence à éponger, vu qu'il y a de l'eau un peu partout, il éponge un peu vu qu'il a des chiffons, il en profite, il éponge, et ensuite il récupère les chiffons ont un peu séché, et du coup il y a des auréoles, il y a des dessins, en fait, des choses qui commencent à se dessiner dessus, et il lui prend, et il rentre au collège, il découvre la géographie, et il lui prend l'idée de commencer à dessiner des cartes, en fait, sur ces chiffons. Et là où c'est... Je peux le dire, je ne sais pas si on peut dire ça de ses propres personnages et de son propre travail, mais ce qui est très beau dans Chiffon, c'est qu'il il se met à dessiner des paysages sur les chiffons avec lesquels il a épongé, j'allais dire, sa mère, d'une certaine façon, enfin l'eau qui remplace sa mère. Et il va se mettre mais tout ça très calmement, en plus, c'est là qu'il est fort. C'est qu'il se met à dessiner ces paysages-là, et en fait, tout l'amour qu'il a plu, toute cette mer qu'il a plu, tout l'amour qu'il a plu non plus à donner, il met tout ça dans les cartes, et il dessine des paysages, et il part, et il emmène sa sœur sur les paysages alentours, sur des fausses cartes qu'il a dessinées, mais en même temps, en dessinant des fausses cartes, il apprend le vrai territoire. Et si je peux dire que c'est beau quand même, parce qu'en fait, Chiffon, il est inspiré d'Élisée Reclus, qui est un géographe anarchiste auquel j'ai voulu rendre hommage dans le roman, le récit Envers Libre, qui s'appelle Élise sur les chemins. Et voilà, et Chiffon, il vient de cet amour-là, qui est celui des savants qui ont voulu décrire la Terre comme un milieu, qui nous aide à découvrir que la Terre sur laquelle on vit est vivante, en fait. Je pense qu'il y a tout ça qui se mêle, en fait. C'est qu'il y a les émotions se mêlent à du savoir, en fait. Et moi, je crois que ça m'aide, en fait, pour tout. Pour écrire, mais pas seulement. Donc il fait ça en secret, et à un moment, Zizi veut savoir. Elle ne comprend pas pourquoi elle n'est pas au courant de ça. Il disparaît, elle ne sait pas où il va, ça l'agace. Donc elle va le pister. Nous descendons la rue, qui n'est quasiment qu'un long virage jusqu'à chez nous, et montons l'allée en trottinant. Pépé, qui est en train de désherber plié en deux sur ses longues jambes, fait semblant de ne pas nous voir. La porte du perron est ouverte, nous arrivons sous les combles en 1 minute, essoufflés et heureux d'être ensemble. Tout l'attirail de peinture de Chiffon est sorti au milieu de la chambre de Béguin. Son bureau, sa chaise, les pinceaux, les aquarelles, les godets, et surtout, à côté, toutes les cartes sont étalées. Il y en a une trentaine peut-être, toutes plus belles les unes que les autres, peintes sur des chiffons de différentes tailles, dont certains très irréguliers, des lambeaux magnifiés qui s'effilochent vers la mer ou les montagnes. Je suis subjugué par la finesse des traits sur ces trames grossières. Je ne sais rien dire, aucun mot ne sort de ma bouche, seulement des larmes de mes yeux en cascade. Et bientôt, ce sont carrément des hoquets qui me secouent. « Qu'est-ce que tu as, ma banane ?» demande Chiffon. « Pourquoi tu pleures ?» Je ne peux pas lui répondre, mais je crois qu'il voit aussi le sourire qui se cache derrière mes larmes. Je finis par me calmer, et il me montre les cartes une par une, tout en racontant d'invraisemblables voyages. Tous partent d'un ruisseau dans la campagne, mais pas forcément le nôtre. Il y en a qui courent d'abord dans des prairies pour aller chatouiller de grands moulins, tandis que d'autres sortent des parois d'une montagne avant de devenir torrents et de creuser des gorges. Il y en a qui naissent d'un lavoir, ça ressemble quand même pas mal au nôtre, et qui finissent en canot dans des villes qu'on appelle Amsterdam, Venise ou Amiens. Il y en a aussi qui commencent à la fontaine d'un village, d'autres encore qui jaillissent directement des entrailles de la terre. Ils immergent d'abord les herbes alentour, formant un gour, puis des marais, mettent longtemps à se décider, puis cheminent finalement dans une douce plaine, descendent lentement jusqu'à la mer. Ils sont innombrables, ces ruisseaux, me semble-t-il, et je les aime tous. Mais il y en a un qui m'émeut particulièrement, c'est celui qui part d'une source dans la rocaille et qui disparaît aussitôt sous terre, pour ne reparaître que tout au bord d'une rivière, à laquelle il se mêle discrètement dans les joncs. Chiffon raconte comment ces eaux caressent les poissons sans être vues de quiconque et coiffent les algues au fond du lit. Je m'étais calmé au récit des premiers voyages. Voici qu'à l'évocation de celui-ci, je pleure de plus belle. Ça va aller, Zizi, ça va aller, je te le promets, murmure Chiffon en me prenant dans ses bras. Je vois bien qu'il est ému lui aussi. Nous regardons les cartes à terre et nous pleurons de joie. Il y en a plein des passages comme ça. Et il y a un... C'était pour illustrer ce dont on parlait juste avant. Mais il y a un moment ils partent en expédition, donc justement avec ces cartes.
Et je voulais te poser la question. Ils savent très bien que la carte qu'ils ont choisie pour partir en expédition n'est pas du tout une carte qui va les aider enfin, pourquoi, à la fin de cette première expédition, pourquoi Zizi est si abattue de ne pas avoir trouvé quoi, et je ne sais pas ce qu'il cherchait. C'est vrai qu'elle est abattue, en fait. Elle est abattue. Parce qu'une fois qu'il a découvert les cartes, donc là, à nouveau, c'est-à-dire que Zizi, elle a l'intuition des choses, mais elle ne sait pas, en fait, les choses. Donc là, elle est émue par les cartes, elle ne sait pas pourquoi, alors qu'en fait... Mais d'ailleurs, personne ne peut l'expliquer. Personne peut dire rationnellement, c'est parce que ces chiffons ont épongé l'eau qui a remplacé ta mère, et que donc, etc. Enfin, on ne peut pas expliquer ça, personne. Mais Zizi, elle a l'intuition de ces choses-là. Et en même temps, ils ont Chiffon et Zizi, c'est les deux qui restent vraiment ancrés dans l'enfance. En fait, ils ont encore ces rêves de l'enfance. Et je pense que quand ils partent en expédition avec une carte dessinée par Chiffon, je pense qu'au fond d'eux, ils pensent que le territoire va se transformer pour coller à la carte. Et de fait, quand ils doivent s'arrêter en haut du champ au Père Muret et qu'il y a juste des fossiles et un champ labouré et pas tellement rien, et toujours le même château d'eau à l'horizon qui les déprime, ils sont un peu déçus. Et surtout, et là je pense qu'elle est abattue aussi, parce qu'en fait, sur ce coup-là, Chiffon, lui, il est complètement dans le rêve. C'est-à-dire qu'en fait, il croit qu'il va... lui, il croit qu'il est en train de gravir une montagne. Il croit qu'il va trouver des traces d'anciens glaciers ou de la mer. Et il n'a pas tort, parce qu'il y a des fossiles dans les champs, dans le champ du Père Muret. Il y a des fossiles crayeux. Et donc, il y a des marques de l'ancienne mer qui étaient là, parce que le bassin parisien était il y avait de l'eau. Beaucoup. Et donc lui, il est dans son délire géologique. Et en fait, je pense qu'elle est abattue. Je dis je pense parce que j'ai pas de certitude, mais je pense qu'elle est aussi abattue quand elle revient, parce que pour le coup, son frère est parti sans elle là. Ouais. Elle n'a pas pu le suivre dans son... D'ailleurs, elle le dit à plusieurs reprises, il m'énerve avec ces trucs de géologie là. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un moment où un moment où un âge où elle commence à se sentir de plus en plus seule, en fait. Oui. Parce qu'elle voit les deux grands frères, elle voit son père, elle voit les gens qui commencent à... D'abord, le temps commence à passer depuis la disparition d'Odile. Tout le monde commence à trouver un peu des ancrages un peu ailleurs. Et elle n'en a pas encore. Je pense que c'est à partir de ce... Enfin, c'est à peu près à ce moment-là où elle commence, elle, à perdre un peu pied, parce qu'elle a plus... C'est à partir de ce moment-là où depuis un de ses trous, un souffle froid, la glace. Et c'est à ce moment-là qu'elle a peur de l'eau. Donc oui, ça m'a marqué, moi, ce moment-là. Moi aussi, c'est à partir de ce moment-là où j'ai eu très peur pour Zizi. On a très peur pour elle. Je me suis demandé, est-ce que le premier texte, c'est celui de la mère, ou est-ce que c'est celui de Zizi? Ça c'est une piste à laquelle j'avais jamais pensé. Moi, j'ai eu peur. Ouais. Vraiment, il y avait un suspense. Moi, j'ai jamais eu peur pour Zizi. C'est là que ça a paru. Alors que moi, j'ai eu un peu peur pour Zizi, parce que on va pas raconter ce qui lui arrive, mais je l'avais pas vu venir du tout. Et par contre, moi, c'est Odile qui me fout une trouille dingue. Mais même encore aujourd'hui, c'est pas évident pour moi. Les chants d'Odile étaient très difficiles à écrire. Justement, je pense de ce côté où je savais pas ce qu'elle pouvait devenir, je savais pas ce qu'elle pouvait leur faire, je savais pas surtout comment elle allait finir ou pas finir. C'était un peu... Donc voilà, on n'a pas tous peur aux mêmes endroits. Mais si, elle fait peur aussi. Elle fait peur quand même un peu. D'ailleurs, on peut peut-être... c'est vrai qu'il y a un ailleurs. Je ne sais pas si je peux lire ce passage-là. Il y a beaucoup de post-it pour un site sud. Oui, c'est là. Non, ailleurs. Désolé, mais c'est... Voilà. Je peux lire n'importe quel passage. Oui. Est-ce que je voulais parler d'un autre endroit où se trouverait éventuellement Odile, parce que c'est quand même c'est quand même très étrange, sa façon d'apparaître et d'être dans ce roman. Moi, j'ai très souvent rêvé de mon père. Et le récit commence toujours ainsi. En fait, il n'est pas mort. C'est-à-dire qu'on essaie de me faire croire qu'il l'est, mais dans le rêve, je lève enfin le lièvre de ce mensonge organisé et retrouve mon père.
qui vit simplement ailleurs. C'est quoi cet ailleurs? Ou est-ce que c'est là-bas que se trouve Oui, Odile? éventuellement. C'est marrant parce que, donc, je vais dire quand même un mot de Horizon Bleu. Donc, c'est un texte qui vient de sortir. Effectivement, c'était une commande du Musée des Confluences et j'avais prévu, j'avais pas du tout prévu d'écrire sur une pierre. Je crois même que je voulais éviter. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée au Musée des Confluences et au même moment, le musée est à Lyon, moi j'habite à Besançon, et au même moment, on a reçu sur un petit flux de parents qu'on partage avec des parents d'école de mes enfants, l'annonce de la disparition d'un de nos... C'était pas encore enfin, c'est quelqu'un que je connaissais, je le connaissais pas très bien, mais ça faisait 4 ans qu'on se voyait souvent. Et en fait, on a annoncé sa disparition, et pour le coup, à ce moment-là, ça n'était qu'une disparition. Et c'est quelqu'un qui s'intéressait beaucoup aux pierres, qui travaillait les pierres, en fait, qui les taillait, qui en faisait des bijoux, et on savait qu'il allait pas très bien. Et c'est vrai que j'étais au musée pour choisir une pierre. On savait que la nouvelle était un peu inquiétante. Et ça a été un peu plus fort que moi. J'ai choisi une pierre bleue, dont je comprendrai après qu'elle a la couleur du blouson de Geoffroy. Et c'était pas du tout prévu, mais en fait, cette amie a été retrouvée pendue au bord du Doubs quelques jours plus tard. Et mon premier réflexe a été d'écrire aux enfants. Parce que moi-même, j'ai perdu mon père quand j'avais 11 ans. Et en fait, mon premier réflexe a été d'écrire aux enfants, aux 2 enfants, pour leur dire « Ok, pas de panique, il est parti, mais en fait, il est encore là. Ça va être pénible un peu là. Mais en fait, moi, mon expérience, c'est que l'absence est une présence hyper forte, en fait. Et qu'en fait, on peut faire quelque chose de cette absence. Moi, c'est ce que j'ai fait, en fait. Mon père est mort et je pense que j'étais un peu plus âgée que Zizi, mais il y avait cette espèce d'incompréhension que peuvent avoir les enfants vis-à-vis de ce type de nouvelles. Alors le travail se fait, mais c'est comme un travail géologique, c'est beaucoup plus long en fait. Les adultes sont effondrés tout de suite, et les enfants, c'est très différent. Donc ça, c'est un sujet que j'explore quand même assez souvent, c'était déjà le cas dans des Contemporary IB, c'est comment ce travail se fait sur le long terme. Et cette espèce d'ailleurs, enfin, alors, cette espèce d'absence qui devient une présence très forte, d'ailleurs, pour moi, a opéré tout de suite, c'est-à-dire que je ne voulais pas du tout... Finalement, je devais écrire ce texte quelques semaines plus tard, ce texte de commande, et en fait, Geoffroy m'a carrément forcé la main, c'est-à-dire que sa présence, son absence quotidienne sur le chemin de l'école était insupportable, d'une certaine façon, et donc son absence m'a obligée à écrire un texte beaucoup plus proche de lui que ce que j'aurais souhaité au départ. Donc c'est une lettre que je lui adresse. Et après j'ai compris, en fait, je l'ai fait pour les enfants, je l'ai fait pour témoigner auprès d'eux de ce qu'était leur père juste avant qu'il se suicide. Et quant à la question de l'ailleurs, effectivement, c'est un ailleurs, en fait. C'est-à-dire que Geoffroy, par son amour des pierres, qu'il avait transmis, même si c'est de façon très superficielle, mais les gens savaient qu'il aimait les pierres. Du coup, c'est toute une vision de la vie, en fait, qui peut aller avec ça. Et les enfants n'auront plus leur père, mais ça, il y a quelque chose de cet ordre-là qui a été transmis. Et je me souviens, et je pense qu'il y a un truc peut-être un peu instinctif, je me souviens, par exemple, que la première fois, il y a une chanson d'Émilie Loiseau qui s'appelle... mon Dieu, comment s'appelle-t-elle c'est pas ailleurs, c'est... le pays lointain, non, je sais plus. Et en fait, elle s'adresse à quelqu'un et elle dit, et en fait, t'étais partie au pays des oiseaux, etc. La première fois que j'ai entendu cette chanson, je l'ai adoptée, mais genre immédiatement, en fait. Parce que pour moi, elle parlait exactement de ce rêve-là. C'est-à-dire, en fait, t'es pas mort. En fait, il est pas mort. C'est juste qu'il vit au pays des oiseaux. Cette chanson ne dit pas du tout que la personne est morte, encore moins que c'est son père. Et j'ai appris des années plus tard qu'en fait, c'est une chanson sur la mort de son père, et qu'elle s'appelle Émilie Loiseau, et que c'est leur vrai nom, en fait. C'était le vrai nom de son père. Et je pense que sur des trucs comme ça, on a des schémas psychiques qui s'enclenchent, et qui sont des schémas de survie, en fait, je pense, mais qui s'enclenchent au vivant. C'est-à-dire que quelque chose est mort, mais on bascule sur autre chose du vivant, j'imagine. Et ça peut être... ça doit pouvoir être... c'est comme toutes les formes d'héritage. Je pense que quand on perd quelqu'un qui était... on partage des goûts pour des choses civilisées,
Mais je veux dire, la chose qui est la plus accessible tout le temps, c'est quand même le paysage qui nous entoure, quoi. Donc l'idée de... Et puis surtout, il y a beaucoup de cultures qui font ça, en fait. C'est pour ça que maintenant, j'en parle je suis plus à l'aise pour en parler, j'ai moins l'impression... parce que je suis pas du tout New Age, je suis pas du tout... j'avais pas du tout ces croyances-là, moi, au départ, vraiment pas du tout. Et maintenant que j'ai exploré un peu mieux des cultures millénaires, comme celle des Hopis ou des Inuits, ou des tas de cultures qu'on appelle autochtones, en fait, ce rapport animiste au monde, il est hyper ancien et il est très très ancré en fait encore en nous. Nous, on a tout dézingué récemment, mais en fait, c'est assez... je pense que c'est presque animal en fait. Je pense que c'est un fonctionnement psychique presque animal de chercher les esprits en fait autour de nous, la nature, quoi. Et... C'est pas si fou en fait. C'est pas si fou. Et il y a... Même si là, ça se passe pas... Même ça se passe ni chez les Hopis ni chez les Inuits, il y a tu peux me dire ce que tu en penses. Il y a le rêve serait une façon d'accéder à cette autre dimension peut-être. Ah ben complètement, pour moi et Zizi, elle rêve à un moment donné. Mais tous mes personnages rêvent, sans doute parce que moi je rêve aussi, enfin comme tout le monde je veux dire, mais j'attache de l'importance à mes rêves. Sauf que, par exemple, très tôt, j'ai eu l'impression, peut-être à peu près à l'époque où mon père est mort, mais ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir l'impression que ma vie était plus riche la nuit, beaucoup plus intéressante et trépidante la nuit que le jour. Et puis après, maintenant que j'ai 3 enfants, c'est moins vrai. Mais sinon, ça reste assez vrai maintenant, mais c'est plus comme un effort. J'ai l'impression que c'est un effort mon cerveau fait un effort de compréhension des choses la nuit. Qui est hyper fécond en fait, qui est vachement qui donne d'autres éclairages en fait sur les choses qui se passent, et spontanément tous mes personnages rêvent en fait. Dès qu'ils arrivent, je repense à tous, hein, mais là je pense qu'il y a tous ça, dès qu'ils arrivent dans une impasse, c'est-à-dire que la raison n'a plus n'a plus rien à offrir comme solution face à une difficulté. Généralement c'est un rêve en fait qui va venir débloquer, qui va venir proposer une autre vision des choses en fait. Le rêve propose pas de solution, mais le rêve et pour moi en fait là, c'est la même chose que la poésie. La poésie c'est la même chose, c'est-à-dire que la poésie ça doit parler des choses qu'on vit, qu'on lit tout le temps. C'est juste que c'est la réalité mais vue avec un pas de côté, quoi. On change d'angle de vue juste. Et on n'est pas là pour convaincre, on n'est pas là pour argumenter, on n'est pas là pour prouver quoi que ce soit. Juste on se déplace un peu et les choses apparaissent différemment. C'est exactement ce que font les rêves en fait. On rêve de choses souvent qui sont proches de ce qui nous arrive, mais avec un éclairage un peu décalé. Même Chiffon rêve. Chiffon, il rêve dans ses cartes, lui, hein, déjà beaucoup. Voilà. Et Béguin, lui, il rêve aussi, mais alors lui, il rêve, c'est violent, parce que comme lui, il refoule beaucoup de choses, du coup, il rêve, quand il rêve, ça tabasse, quoi. Ouais, c'est comme les gens qui... Ouais, lui, il la voit Odile, il l'entend, et c'est un peu violent, voilà. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui se passe pour les gens qui ne... Parce que moi, parfois, je parle pas beaucoup des rêves, les gens n'aiment pas trop parler des rêves. Mais quand on en parle, parfois, les gens disent « Mais moi, je rêve pas de toute façon, ou quand je fais des rêves, c'est que des cauchemars. » Mais non, c'est juste qu'on n'est pas attentif aux rêves, et donc les rêves qui nous marquent sont ceux qui bastonnent. Mais en fait, il y en aurait sans doute plein d'autres, quoi. Mais, ouais. Page 9. L'eau des fleuves, des rivières et des lacs. L'eau des rêves aussi. C'est quoi l'eau des rêves ? C'est Bachelard qui a dit ça, non peut-être pour les mêmes raisons que ce que je viens de dire. Je crois que c'est parce que c'est un peu quand l'eau, ça peut être un monde aquatique dans lequel on plonge son corps et tout est différent. Enfin voilà, on marche plus, on nage, on peut se noyer aussi. C'est pas notre élément complètement et en même temps on peut s'y sentir bien, et je pense que les rêves c'est pareil en fait, c'est pas notre élément, c'est pas là, on n'a pas de repère en fait dans le rêve, et en même temps c'est quelque chose qui est aussi très enveloppant. Vous avez aussi, c'est même peut-être plus fort encore que pour l'eau dans laquelle on se baigne, mais
il y a une illusion plus ou moins longue d'immersion totale, de changement de toute dimension. Je peux peut-être lire un... Ça, c'est Zizi qui parle. Je sens aussi des choses étranges la nuit. Ce ne sont pas vraiment des rêves, plutôt des perceptions bizarres. Je suis dans mon lit, la lumière éteinte, mais au lieu de basculer dans le sommeil, je revois les endroits où je suis passé durant la journée, comme depuis l'arrière d'une cascade. Les scènes sont striées par des filets d'eau et couvertes par un épouvantable fracas. Je sors alors de ma torpeur, mais les images déformées persistent et vont parfois jusqu'à se perdre dans un tourbillon, qui m'engloutit moi aussi. Un genre de spirale à deux bouches s'élève, et les mêmes scènes, les mêmes images reviennent. Si je ne rallume pas la lumière, ces perceptions recommencent à l'infini et me rendent folle. Au début, j'avais envie de hurler, maintenant je m'y suis habitué. J'arrive à m'endormir avec la lumière allumée. Parfois, Fernand passe et me gronde. Je n'ose pas lui confier ce que je vois, je n'en parle pas aux autres non plus, parce que j'ai peur qu'il se moque de moi. Trop souvent, je les fais rire sans le vouloir. Alors mes rideaux d'eau, je les garde pour moi. Mais ça, justement, c'est pas un rêve, c'est pour ça que c'est si angoissant pour elle. C'est-à-dire que c'est l'espèce d'état qui précède le sommeil, et en fait, c'est plutôt son angoisse, en fait, qui se manifeste comme ça. C'est-à-dire que les images de la journée reviennent déformées. Mais j'allais dire, c'est horrible, c'est le rêve sans le rêve. C'est-à-dire que tout se déforme et tout, mais elle n'est pas dans le processus créatif du rêve. Il n'y a pas de création, il n'y a rien qui est créé, là, pour elle. Juste l'angoisse, en fait. Alors qu'à un autre moment, elle a un vrai rêve qui survient et voilà, qu'elle mettra beaucoup de temps à comprendre et tout, mais qui va être beaucoup plus... parce que ce rêve est créateur, il va être beaucoup plus libérateur pour elle. Ouais. Je ne sais pas si je peux le lire d'ailleurs, ce rêve, parce que peut-être laisser au lecteur le... Ouais, je pense que c'est vraiment un pivot dans le livre. Non, mais après on l'oublie, c'est comme les rêves. Mais, ouais. Non, mais en fait, on pourrait le lire et vous liriez, et ça... mais bon, on peut quand même le laisser. Ouais, non. Ouais. Et donc ces rêves qui sont une façon d'atteindre Odile, ou en tout cas un moment où Odile peut se manifester de façon très forte. Ces passages-là sont écrits en vers libre. C'est un procédé que tu emploies beaucoup. Alors c'est marrant parce que tu dis ça. Donc pour moi, ça c'est... Alors moi j'appelle ça des chants, mais c'est parce que dans Deux pierres et d'os, il y avait le chant inuit. J'ai découvert en fait le chant avec les Inuits. C'est-à-dire que pour le coup, eux vraiment, ils ont ce mode d'expression. C'est ancestral et toujours pratiqué aujourd'hui. Un mode d'expression où... pour toutes sortes d'occasions, on compose un chant plus ou moins improvisé, on peut le réviser, enfin, on n'est pas obligé de le répéter toujours de la même façon. Et c'est une façon de s'adresser à tout le monde et d'exprimer des émotions, ce qu'ils vont moins faire, on va dire, en face à face. Voilà, donc c'est un moment de partage aussi. Et ça peut être des souvenirs, ça peut être des querelles, ça peut être des comptines qu'on compose et qu'on offre à des enfants, et ça peut être des formules magiques aussi. Et donc moi j'ai découvert ça parce que c'était la source documentaire la plus précise que j'avais sur les Inuits, parce que les récits d'explorateurs c'est bien gentil, mais ça met surtout en scène les explorateurs. Les récits d'ethnologie c'est bien, c'est hyper intéressant pour les détails et tout, mais pareil, ça manque un peu de... C'est-à-dire que ça devient très technique, et puis surtout, on ne sait pas exactement ce que ressentent les gens quand ils font ce qu'ils font. Moi, je veux bien qu'ils taillent des os, enfin voilà, qu'ils taillent des peaux, qu'ils polissent des os, etc. Mais, alors que dans les chants inuits, des ethnologues en ont recueilli un certain nombre, et c'est là qu'en fait, j'ai essayé de comprendre ce qu'était leur façon de ressentir les choses. Et notamment l'espèce de fatalisme qui les habite, et la façon qu'ils ont... de vous raconter des choses absolument terribles d'une façon qui a l'air complètement neutre, alors qu'en fait elle est pas complètement neutre, mais c'était une façon de rentrer dans la psychologie qui est propre à ces territoires-là en fait. Et j'ai découvert cette forme-là où en fait donc c'est non argumenté, on va à la ligne tout le temps, c'est assez libre, et j'ai trouvé que c'était super.
J'ai trouvé que c'était hyper libérateur parce qu'on pouvait... D'abord, ça permettait de faire un récit dans le récit. Ça permettait de dire des choses qu'on n'a pas besoin de justifier. On est en dehors de la narration. On fait ce que je disais tout à l'heure sur la poésie. On fait un pas de côté dans le récit pour donner à entendre une autre voix. Et par exemple, pour les Inuits, je me souviens qu'au départ, je pensais faire un personnage animal. Je pensais qu'il y aurait un ours ou un phoque qui serait un vrai personnage. Et en fait, les animaux ont une telle place dans la vie des Inuits que ça aurait été stupide en fait, de faire ça. Et surtout, les chants sont là pour ça. En fait, les chants sont là pour faire entendre les voix de l'invisible. Et donc, du coup, c'est très naturellement que pour faire entendre l'absence ou la présence d'Odile, cette forme poétique m'était hyper naturelle, quoi, évidente. Ouais. C'est vrai que ça amène énormément de liberté et ça fait respirer le texte. Et ça permet que Odile se manifeste sans pour autant qu'on l'impose aux personnages. C'est-à-dire que les personnages ils en ont sans doute une connaissance intuitive de toutes ces paroles, mais elles ne leur sont pas dites, en fait. C'est ce qui se passe un peu en eux, c'est ce qui se passe un peu en elles. C'est le lien qui se... Voilà, je pense que c'est ça. Je pense que de rencontre en rencontre, je comprends un peu mieux ce que j'ai fait. Je pense que c'est le lien, je pense que c'est ce qui les lie dans l'absence. C'est-à-dire que je pense que ça, les chants d'Odile, c'est ce qui se passe en nous quand on continue un dialogue alors que la personne n'est plus là. Mais il se dit quand même des choses. On ne les formule pas nécessairement, il n'y a pas forcément d'échange, mais ce lien, il existe en fait. On a tous une petite voix dans la tête qui des fois dit « t'as oublié de prendre ça aux courses », mais pas que. Plein de fois, plein de fois, on pense à autre chose en fait. Enfin, on a des regrets, des envies, c'est pas toujours formulé. Je pense que les chants d'Odile, c'est peut-être ça en fait, c'est cette espèce de lien qui subsiste entre eux. C'est leur peur, c'est leur tristesse, leur envie de rugir aussi parfois. En fait, ils ont envie de vivre, tous ces gens-là. Même si elle est plus là, ils sont tristes, ils ont vraiment envie de vivre. Et je pense que Odile, c'est la vie en eux, en fait. C'est celle qui est prête à tout pour les sortir de la tristesse, du truc, les emmener sur les chemins, pour le coup. C'est une obsession d'emmener les gens sur les chemins. Mais c'est ça qui se passe. Elle les pousse à sortir de là où ils sont. Béguin, il est mu par ça tout le roman. Quoi. Mais c'est un vrai ado. Il a juste envie d'avoir une mobilette. Mais en fait, c'est ce qu'il a besoin de bouffer de la route. Il a besoin de voir d'autres choses. Il a besoin d'autres paysages. Il étouffe, le gamin. Non, pas du tout. Et dans ce mouvement qui l'éloigne de la maison du village, quelque chose lui apparaît très clairement. Ouais. D'ailleurs, je pense que c'est ça. Dans la fuite. Il y a... Tu as décidé pour ce roman après les Hopis, après les Inuits, tu as choisi les Yvelines. Mais en opérant un très léger décalage, Guerville devient la guerre, Mantes-la-Jolie. Oui, j'ai vu le gros décalage. Très gros décalage. Je me suis vraiment cassé la tête pour eux. Et comment ça s'est passé ? Ça devait se passer là ? Ça devait... de toute façon, vu que la maison en question, c'est la mienne, après, ça aurait été absurde de la mettre ailleurs, d'essayer de... En fait, je n'ai aucune meilleure... Enfin, j'ai pas de meilleure connaissance d'un paysage que de celui-là dans lequel j'ai grandi. Donc, je pense que pour expérimenter ma propre mort, c'était ce qu'il y a de plus confortable, vous voyez, parce que j'étais un peu à la maison quand même. Mais c'est pas vraiment une blague en fait. Je pense que vraiment, sincèrement, je pense que c'était plus facile pour moi d'imaginer les choses à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'en fait, non, je pense que c'est le seul endroit dans lequel je pouvais me projeter à la fois dans les enfants, c'est-à-dire que je pouvais à la fois voir le paysage tel que je l'ai moi-même découvert, c'est-à-dire que c'est le paysage, voilà, c'est celui que je connais, et c'est celui auquel je comparerais tous les autres paysages, même si heureusement des fois on oublie la banlieue parisienne, et en même temps je peux aussi, comme le paysage existe encore, que c'est pas le paysage de quelqu'un d'autre, parce qu'il y a une question d'appropriation aussi, enfin bref, quand on écrit sur des cultures qui sont pas les siennes, il y a aussi une forme de prudence. Là, j'ai aucune prudence à avoir, puisque ce paysage est le mien. Les autochtones sont ma famille, enfin sont moi.
ça, d'une certaine façon, ça me laissait une grande liberté dans le traitement de ce paysage. Et puis surtout, je peux pas m'appuyer sur rien. Moi qui ai beaucoup écrit des choses oniriques plutôt que réalistes, toujours. Hein. Là, j'avais vraiment besoin de cet ancrage géographique. Ouais. Et aussi, y compris pour redessiner la mythologie familiale, hein, parce que ma mère vient seulement de lire le livre, il y a 3 jours. Parce qu'avant, je pense que pour elle, c'était peut-être un peu difficile. Enfin, ou non, elle a pris le temps qui était le sien. Et je craignais un peu, voilà, parce que pour le coup, l'autochtone, c'était elle. C'était la maison où elle a habité et mon frère. Et en fait, je suis très contente parce qu'ils s'en foutent, en fait, que ça se passe là-bas. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont vu à quel point j'ai débordé ce paysage-là et notre propre histoire. Et donc, en fait, ils ont été comme... Je crois qu'ils ont été comme n'importe quel autre lecteur. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent très bien le paysage, mais ils y ont vu tout le reste, tout ce que j'y ai injecté de nouveau, on va dire. Enfin, et c'est même pas tellement nouveau, c'est peut-être que c'était déjà contenu dans ce paysage, mais voilà, je pense que... On a parlé des prénoms tout à l'heure, et c'est vrai que je crois que globalement, ma démarche générale, c'est de tout amener vers le conte. Et en fait, j'ai réussi à transformer... ce que je voulais faire, c'était ça, c'était transformer mon village, un paysage assez commun, hein, quand même, faut bien le dire, comme si c'était un paysage de conte. Et mes personnages, c'est pareil, finalement, ils deviennent des personnages de conte. Et c'est une façon de renouer avec les archétypes, en fait. Et normalement, ce village-là, tout le monde doit pouvoir l'adopter, quoi. De toute façon, en France, dans tous les villages, il y a une fontaine, un ruisseau, une place de village, la mairie, l'église. C'est assez facile de se projeter là. Et des collines autour. Ça a été tout de suite un roman polyphonique. Oui, alors ça, c'était curieux aussi, parce que je crois que je ne l'avais jamais fait. Dans Les Corcos, il y avait une alternance de voix entre un narrateur omniscient, on va dire un narrateur omniscient, c'est comme ça qu'on dit à l'école, et un personnage. Et c'est vrai que les autres fois, j'étais plutôt partie sur un récit à la première personne. Et là, c'est vrai que ça, spontanément, ça a tout de suite été polyphonique. Et y compris avec ce qui n'était pas vraiment une inquiétude, mais je me disais, c'est pas grave si on ne sait pas exactement qui parle au début de chaque chapitre. Parce que d'une certaine façon, ils font corps. Et c'est une façon de nous emmener... Ils ne sont pas intéressants individuellement, ils sont intéressants ensemble, en fait. Donc, le fait de les faire interagir comme ça, enfin, de les faire parler les uns après les autres, d'abord, ça m'obligeait un peu à les faire se distinguer quand même un peu. Et puis, ça les obligeait un peu à se positionner les uns par rapport aux autres. Personne n'est là pour raconter ses petits malheurs. Même Fermant, à un moment donné, il est quand même obligé de le faire, mais il n'aime pas faire ça. Il répugne un peu, donc il râle fort par moments. Mais ils sont quand même tous ensemble. Et en même temps, ils se parlent très rarement, eux, directement en face à face. Oui. Tout le monde parle un peu à zizi, mais entre eux, on n'est pas tout à fait sûr qu'ils se parlent très... Ils sont très pudiques, en fait. Ils sont tous très pudiques. Oui. C'est un roman... je pense qu'il va falloir finir cette rencontre. C'est un roman de toute façon qu'on n'épuisera pas. C'est un roman qui est traversé par des lignes qui même pour toi, qui mettent du temps à se déposer aussi. Je m'aperçois qu'en fait, quand j'en parle, et je te remercie d'avoir fait ça, c'est que si on doit s'intéresser à un personnage en particulier, etc., je continue à découvrir un peu l'architecture intérieure du roman. Oui. Qui est souvent dictée par les mots en premier. C'est comme quand je choisis le prénom d'Odile et que je ne sais pas très bien où je vais, c'est quand même... Voilà. Je sais pas, si c'était appelé Madeleine, ça aurait peut-être été complètement différent, j'en sais rien, mais il y a quelque chose qui il y a quelque chose qui, au fur et à mesure de l'écriture du livre, il y a un genre de cohérence interne qui doit se dessiner, et du coup, soit ça marche pas, hein, des fois ça marche pas, des fois il faut faire machine arrière... mais disons que si ça marche, on sait pas. Moi, je sais pas exactement pourquoi. J'ai pas en tête toutes les choses qui font c'est-à-dire que les personnages ont quand même une forme de liberté, en fait. Oui.
Donc là, par exemple, sur le passage, c'est quel passage que tu as lu tout à l'heure? Ouais, le passage où ils vont... Quand tu me poses la question de savoir pourquoi Zizi est tellement abattue à leur retour, je crois pas que je m'étais dit tout ça, en fait. Alors que parce qu'au moment où je l'écris, je ne sais pas ce qui va se passer pour elle après. Alors qu'en fait, je vois bien qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'enclenche qui, effectivement, est de l'ordre de la solitude trop importante pour Zizi Cabane. Et c'est ouais, il y a quelque chose d'un peu mystérieux, en fait, dans la façon dont les éléments s'agencent. Ouais. Et comme les mots de la géologie viennent à notre secours, moi, je vois vraiment ça comme un... J'ai appris ce mot, j'en suis très content, karstique. C'est un roman karstique, c'est-à-dire que il n'a pas fini de se creuser, finalement. Et que le travail de l'eau va le modeler de façon souterraine. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu, et c'est comme ça qui m'a touché. Et que le temps, finalement, on parlait des temps qui se superposent, et que le temps qu'il faut pour, dans une vie humaine, apprivoiser une perte, finalement, peut-être il en faut autant à un caillou à son niveau géologique, dans sa vie énorme, pour se remettre d'un changement, d'une pseudomorphose, comme tu merci beaucoup, Bérangère. Merci à toi. Si j'ai fait ça, je suis contente. Oui, tu as fait ça. Merci encore. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup.